Faisons un exercice qui va nous permettre de couvrir l'éventail des possibles avec la conception d'un diagramme PERT et de comprendre la procédure de conception. Avant de démarrer, prenons un moment pour regarder notre tableau de données. Déjà, ce que nous pouvons remarquer, c'est que c'est un projet qui démarre avec deux tâches qui vont être menées en parallèle. Effectivement, les tâches A et H n'ont pas d'antécédent. Autre élément, nous allons avoir un diagramme d'un certain niveau de complexité, puisque la tâche F, notamment, est précédée de trois autres tâches, C, I et D. Donc, sur un diagramme de ce type-là, avec une liste assez conséquente de tâches et beaucoup de contraintes, je vais prendre une feuille de papier, un crayon et une gomme. Premièrement, je place mes tâches initiales, c'est-à-dire celles qui n'ont pas d'antécédent. La tâche A et la tâche H, qui aboutissent chacune sur une étape. Notons que la manière avec laquelle nous allons numéroter nos étapes n'a pas d'autre signification que de les nommer, que de les identifier. On pourrait, si on voulait, à loisir, mettre des lettres à la place des chiffres sans que ça ne change grand-chose. Ensuite, je place les tâches de second ordre, c'est-à-dire celles ayant comme antécédent les tâches A ou H, donc ce sont en l'occurrence les tâches B, C, I et J. Et je poursuis avec la même logique la création de mon diagramme. Les tâches E et D suivent la tâche B. Un peu plus compliqué ici, nous avons la tâche F qui, comme nous le disions, a trois antécédents, C, I et D. Donc, tel que j'ai commencé à concevoir mon diagramme, je place ma tâche F ici et j'utilise des tâches virtuelles pour montrer l'antériorité des tâches C, I et D. On verra ensuite dans quelle mesure on peut simplifier ce diagramme. La tâche G, ensuite, succède aux tâches F et E, pour lesquelles j'utilise à nouveau une tâche effective. Notons que cette tâche-là, qui va de l'étape 7 à 10, je peux la simplifier. Donc ça me permettra déjà d'éviter des calculs et je peux relier directement la tâche E à l'étape 10 sans que mon diagramme change de sens. Ensuite, nous avons la tâche K qui succède à la tâche I et la tâche L qui succède aux tâches K et J. On voit que notre diagramme, on peut le simplifier. Les étapes 4, 7 et 8 peuvent être fusionnées. Et donc, on pourra faire atterrir les tâches C et D directement à cette huitième étape. De même, les étapes 6 et 10 peuvent être fusionnées. Et nous pourrons faire aboutir la tâche J directement à l'étape 10. Alors, attention toutefois, on va simplifier notre diagramme, mais nous risquons de perdre en information. Effectivement, le détail des dates au plus tôt ou au plus tard sur chacune de ces étapes va être réduit autant de fois que ce que nous réduisons, que nous supprimerons des étapes. Donc il y a un équilibre à faire entre la simplification et le détail informationnel des étapes qui jalonnent chacune des tâches. Quoi qu'il en soit, que ce soit un diagramme élaboré tel qu'il est ou un diagramme simplifié comme celui-là, mon diagramme sera juste à partir du moment où
dans chaque tâche que je représente, sont correctement représentés les antécédents. Donc, l'astuce, là, ce que je recommande aux étudiants, c'est chaque fois qu'une flèche, qu'une tâche est placée, de vérifier que les contraintes du tableau sont correctement respectées pour chacune d'elles. Notons ici que nous avons le cas d'un lien fictif, d'une tâche virtuelle qui ne peut pas être supprimée. Nous pourrions être tentés de relier directement la tâche I à la 5e étape, mais cela modifierait complètement le sens de notre tableau, puisque à ce moment-là, la tâche K partirait de l'étape 5 et viendrait ici jusqu'à l'étape 6, mais cela signifierait alors que la tâche K a également comme antécédent les tâches C et D. Or, ce n'est pas le cas. La tâche K ne nécessite que l'aboutissement de la tâche I pour pouvoir démarrer. Donc, tel que nous avons représenté notre diagramme, ici, je suis contraint de conserver cette tâche virtuelle. Plaçons maintenant les dates au plus tôt. Donc, je vous rappelle que nous procédons par addition des durées relatives à chacune des tâches et que lorsque nous avons des tâches convergentes, comme c'est le cas ici à l'étape 6, à l'étape 5, à l'étape 7 et même à l'étape finale, l'étape 8, nous retenons la valeur la plus élevée des différents cheminements. Exemple, ici pour l'étape 6, j'ai calculé que 5 plus 2, ça fait 7, mais ici, 13 plus 3, ça fait 16, donc c'est cette valeur que je retiens. Sur l'étape 5, 4 plus 6, ça fait 10, 3 plus 5, ça fait 8, mais attention, nous avons l'étape 4 qui est reliée à la 5e étape par un lien fictif, par une tâche virtuelle. Donc, c'est cette valeur 13, c'est ce cheminement-là qui retient ici mon attention. Voici maintenant les dates au plus tard. Donc, nous procédons par soustraction. Si la tâche G doit s'achever au plus tard en 24e semaine, la tâche G devra démarrer en 15e semaine au plus tard. Et je procède par soustraction. Et je rappelle que lorsque nous sommes dans le cas de tâches divergentes, cette fois-ci, c'est le cas de l'étape 1 et de l'étape 3, je vais retenir comme date au plus tard la plus petite des valeurs possibles par les cheminements. Exemple, 13 moins 5, ça fait 8, mais ici, 7 moins 1, ça fait 6. C'est cette valeur plus contraignante que je retiens comme valeur au plus tard, comme date au plus tard pour l'étape 1. Voici maintenant le chemin critique, je le rappelle. Le chemin critique correspond à l'ensemble des tâches qui sont jalonnées par des étapes pour lesquelles les dates au plus tôt et au plus tard sont identiques. En d'autres termes, les tâches sur lesquelles il faudra éviter de prendre du retard, sans quoi ce sera la durée globale du projet qui sera longeant.